Apple, Google, Microsoft, Facebook, ces noms sont des légendes pour tous ceux qui, comme moi, sont passionnés de la tech et de l'entrepreneuriat. J'ai eu l'immense chance d'aller dans les QG de ces 4 mastodontes du numérique et vous allez voir que j'ai été bouleversé par cette culture complètement différente de ce qu'on connaît en France à travers mon voyage dans la Silicon Valley. Un jour, je reçois un email de la Chambre de commerce Occitanie avec marqué « Learning Expedition Silicon Valley ». Au début, je me dis c'est impossible. En fait, ça me paraît si loin, si extraordinaire, si impalpable que j'ose même pas oser imaginer aller là-bas. Au bout de quelques minutes, je me donne l'autorisation de me lancer dans ce projet. Je m'inscris et là, j'ai trop hâte. J'ai compris plus tard que tout ce qui me faisait kiffer, l'informatique, le numérique, l'innovation, venait de là-bas en fait. J'en avais déjà entendu parler bien sûr avec Apple, où on entendait toujours dire que ça venait de Cupertino, Google avec Mountain View, et c'est en étant sur place et en me renseignant un peu avant que j'ai compris que toutes les boîtes tech, Facebook, Twitter, Uber, etc., toutes étaient nées et sont là-bas. Le jour du départ approche, je découvre mon groupe, on est une dizaine d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de la région Occitanie. Je les découvre dans l'avion à Toulouse, je rencontre Christophe, un mec extraordinairement sympa qui a tout organisé. Ce mec c'est une crème et en même temps c'est un putain de bosseur et vous allez voir, on va rencontrer grâce à lui du très beau monde. On arrive à Paris, escale, et là j'embarque dans le mythique vol Air France, Paris-San Francisco. J'adore ce nom de ville, San Francisco. Ça pète de ouf je trouve. On arrive là-bas et je suis en plein kiff. Je kiffe les US, j'étais déjà allé à New York pour visiter et en Floride pour voir le décollage de la Falcon Heavy avec mon pote Stardust. Passe la douane, là-bas tu connais, il déconne zéro. Je localise ma valise avec mon AirTag. C'est bon, elle est bien arrivée. On prend le bus et là on arrive sur les énormes routes américaines. Hyper larges, 8 voies. Comme d'habitude, ça fait aussi toujours un énorme choc quand t'arrives là-bas parce que tu reconnais toute la pop culture américaine qu'on consomme nous dans les séries ou dans les jeux vidéo. Bref, t'arrives, tu kiffes quoi. On débarque à l'hôtel et là tu dors direct. Parce qu'avec le décalage horaire et les 12 heures d'avion, t'es quand même sacrément fracasse. Et il faut pas oublier, on est sur la côte ouest américaine, c'est vraiment l'autre bout du monde. Premier jour, on visite la ville. Magnifique, le pont mythique, le Golden Gate, on le fait à vélo, super vibes, il fait super beau, les Américains comme d'hab ils sont juste hyper sympas. La ville vraiment sympa aussi, j'ai kiffé, c'est très beau, c'est vallonné comme ça avec le petit train là, comment on appelle ce petit train? Comment on appelle le petit train à San Francisco? Le cable car. Cable car, logique. Voilà, donc cette ville-là est vraiment sympa. Faut savoir que c'est très cher. C'est une des villes les plus chères des États-Unis. En même temps, t'as toutes les plus grosses boîtes tech qui sont là-bas. Donc, si tu n'as pas un salaire de minimum 100K annuel, n'espère pas y vivre parce que ça coûte une couille. En marchant dans la ville comme ça, en passant devant tous les magasins, Apple Store, Nike, etc., on voit une voiture avec plein de capteurs et on voit qu'il n'y a personne à l'intérieur et elle roule toute seule. Premier gros choc déjà, t'es dans la ville de la tech, les taxis autonomes. Assez incroyable, c'est Waymo qui fait ça, derrière c'est Google. C'est assez ouf parce que tu vois les voitures comme ça avancer toutes seules et apprennent des gens aussi, enfin tu sens que t'es dans le futur quoi. Premier jour officiel, on est prêt pour partir à la découverte de toutes ces boîtes incroyables grâce au taf de ouf de Christophe en amont et vous allez voir, on va avoir accès à des gens pépites et des lieux fabuleux. Première personne qu'on voit, Carlos Diaz, podcasteur investisseur, il nous apprend plein de trucs dans la vie aux US et aussi dans la Silicon Valley. Déjà t'apprends qu'il y a très peu de charges sociales. Le marché de l'emploi est hyper dynamique parce que tu peux licencier très facilement et reprendre aussi quelqu'un très facilement. Alors c'est vraiment spécial, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de connaître, mais c'est hyper intéressant de savoir tout ça. Ils fonctionnent pas du tout de la même façon que nous avec les cartes de crédit notamment. C'est des oufs, ils achètent tout à crédit. Et en fait, le truc c'est que plus tu achètes à crédit, et plus tu rembourses bien aussi évidemment derrière, plus ta note augmente. Ça s'appelle ton credit score. Et du coup, si tu as un bon credit score, tu peux emprunter plus à la banque, tu peux potentiellement du coup acheter une maison. Et je me suis aperçu au fur et à mesure des jours que d'une manière générale, aux US, t'es quand même beaucoup plus livré à toi-même. Ça te force à être responsable. En France, c'est complètement différent. T'auras toujours une roue de secours. Évidemment, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, mais c'est quand même hyper intéressant de voir comment ça marche. Et venez pas avec votre ego de français me parler de sécurité sociale, écoutez juste un peu d'ouverture parce qu'il y a plein de trucs intéressants à prendre chez eux. Ce dont on peut le plus s'inspirer, c'est le mindset qui est complètement différent. Et ce sera un peu le fil rouge de cette vidéo. Les Américains trouvent toujours des solutions. J'ai rencontré là-bas une dame qui venait de se faire licencier et c'est son fils qui lui a dit « T'inquiète pas maman, tu vas trouver autre chose ». Et en effet, elle a trouvé autre chose quelques semaines après. Et en fait, c'est incroyable cet état d'esprit de gagnant. Et je peux vous dire que là-bas, quand t'es licencié, c'est un énorme problème, car tu n'as pas de chômage. Un truc que Carlos a dit, si t'es le boss en gros, si tu veux être sympa, tu licencies les personnes en début de mois.
Parce que la sécurité sociale de ton boulot tient jusqu'à la fin du mois quand t'es viré. Donc si t'es viré le 30, t'as plus qu'un jour de sécurité sociale. Antoine, il est choqué. T'as intérêt à vite de te dépêcher de trouver un autre taf et de surtout pas tomber malade, sinon t'es dead, quoi. Donc c'est vraiment... t'es livré à toi-même. Après, du coup, c'est catastrophique pour certaines catégories de personnes qui ont pas forcément, qui peuvent pas avoir de responsabilité, enfin tu vois, parce que c'est comme ça quoi. Enfin bref, et du coup c'est hyper violent. Et c'est ce que tu ressens au bout d'un moment quand même aux US. C'est vraiment ce côté individualisme. Il a beaucoup parlé de passion, que c'était important, et j'en avais déjà parlé en plus dans une précédente vidéo. Il dit aussi que le métier de CEO en startup est tellement difficile, t'as tellement une énorme charge de travail, beaucoup de stress, de l'isolement aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, et bien que si tu kiffes pas ce que tu fais, bah c'est vite l'enfer en fait. Et tu peux pas réussir si tu ne kiffes pas ce que tu fais. Donc passion first. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a créé sa première boîte avec Manuel, son frère, à Limoges, qui est ensuite allé à Paris. Et vous connaissez peut-être Manuel parce que c'est lui qui a monté Influx, une agence de marketing d'influence. Ils ont un podcast avec Romain Laneri et Léo Duff. Bref, avec leur boîte, ils sont allés jusqu'au Graal, l'IPO, Initial Public Offering. L'introduction en bourse. Et ce qui est ouf, c'est que Carlos, après avoir réussi un truc pareil, a dit, quand il avait créé sa deuxième boîte, il l'avait totalement planté. Et je trouve ça juste dingue en fait. Parce que t'as beau créer une première boîte avec une introduction en bourse, ta deuxième elle peut littéralement planter quoi. Et du coup il rappelle les deux ingrédients clés du succès d'une boîte, le timing et la chance. Évidemment le travail aussi, mais t'as compris, voilà. Si tu lances Uber en 2000, ça marche pas parce que personne n'a un smartphone. Et c'est là que j'en viens à leur culture avec l'échec. Aux US, une personne qui a échoué est bien vue. Encore plus dingue, Carlos raconte que dans la Silicon Valley, les VCs, c'est-à-dire les investisseurs, préfèrent investir dans des boîtes où le CEO a échoué avant. C'est ouf quand même. En France, si t'as échoué, jamais on va te prêter de la thune, quoi. Donc on n'a pas du tout le même fonctionnement. Carlos nous a raconté d'autres choses hyper intéressantes sur le rapport à l'argent. Alors évidemment, avec les Américains, t'as une belle voiture, ils vont pas venir te casser les couilles. Bon, ça c'est la base, tout le monde le sait. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Silicon Valley du moins, ils ont très bien compris comment s'enrichir. Ce que Carlos nous dit, c'est qu'aux USA, et surtout dans la Silicon Valley, les gens ils investissent. Il nous dit qu'on peut pas devenir riche avec un salaire. Le salaire est là pour payer les factures. Et ce que demandent les salariés, c'est souvent des stock options. C'est des parts d'une boîte. Et c'est ça un gros levier important. Parce que si la boîte fonctionne grâce à tes efforts, alors tu vas gagner possiblement beaucoup. Donc il y a vraiment dans la Silicon Valley ce concept d'investissement. Après c'est aussi parce que tu as les plus grands talents qui viennent. Donc forcément tu as une éducation financière peut-être un peu plus importante. Et je pense pas que ce soit le cas dans tous les États-Unis. Et voilà, super intéressant déjà. D'ailleurs si vous voulez, Carlos a un super podcast Silicon Carnet. C'est passionnant, je le mets dans la description. Si vous voulez rester en contact avec la Silicon Valley, je vous le conseille, c'est génial. On en vient ensuite à la prise de risque. Aux US, quand quelqu'un lance son business, il prend vraiment des risques. Il n'y a pas de filet là-bas. Ils sont obligés d'y aller à fond en fait. Et c'est ce qu'ils nous racontent. C'est que c'est tellement difficile, c'est tellement violent et t'as tellement pas de filet, c'est que du coup ça participe, c'est vraiment une recette comme ça, des ingrédients qui font qu'il y a des boîtes qui explosent. Les échecs sont très violents, tu perds tout, t'as pas de chômage, mais c'est aussi ça qui fait que les réussites, quand elles le sont très puissantes. Un truc qui est assez déstabilisant aussi, c'est l'ouverture des gens, l'audace. Les Américains ont pas vraiment peur en fait. Ils sont beaucoup plus à l'aise aussi à parler devant un public. Ça c'est incroyable. Ils savent se vendre, ils savent vendre. Ça ferait tellement du bien à plein de gosses en France d'avoir cette confiance en soi. Donc voilà, Antoine il dit oui. Mais oui voilà. On nous a dit aussi que lors d'un pitch, ça c'est Carlos qui nous a dit ça, quand tu présentes ta boîte, un Français va pitcher avec de l'humilité, un Américain non. L'Américain il va vendre le truc, il va tu vois en faire des caisses etc. Mais en même temps si tu fais ça en mode américain en France, tu te fais exploser, ça marche pas donc faut s'adapter aussi quoi. Mais c'est ça qui est génial. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener dans cette vidéo, c'est de vous nourrir un peu de cette culture qui est différente. Pas de jugement à avoir ou quoi que ce soit, mais voilà, juste rester ouvert et kiffer le truc quoi. En tout cas la vie est dure aux États-Unis et il y a un mantra qui est très connu, c'est que soit tu manges, soit tu te fais manger. Donc c'est vraiment pas simple. Et nous on a de la chance en France, mais voilà encore une fois si tu mets ton ego de français de côté, bah, tu peux vraiment te rendre compte qu'il y a des trucs très intéressants à prendre de l'autre côté de l'Atlantique. Sauf la bouffe. La bouffe, on leur laisse la bouffe. No way. Avant de passer à la suite qui est incroyable, je voudrais vous parler du regard des autres. Putain, la bouffée d'air frais en arrivant aux États-Unis, tout le monde s'en bat les couilles de ta gueule. Et c'est vraiment génial. Donc tu peux être limite à poil, ils s'en foutent complet, surtout en Californie. Donc je vis un gros changement de culture, je suis à fond dans tous les rendez-vous, je m'imprègne à fond de ce mindset américain et c'est vraiment dingue. Christophe nous emmène dans notre prochain rendez-vous à la tour Salesforce. Salesforce, c'est un logiciel web pour les entreprises créé dans un appartement à San Francisco. Maintenant, ils ont carrément leur tour, ils sont entrés en bourse. Bref, c'est un pur produit de la Silicon Valley. On monte tout en haut au dernier étage. Vue incroyable, kiff immense. Gary,
un beau gosse belge qui parle américain mieux qu'un américain, nous raconte un peu ce que c'est d'être dans la Silicon Valley. Il nous dit, ici aux USA et surtout dans la Silicon Valley, la capacité de booster une boîte est dingue. Ça s'est beaucoup calmé aujourd'hui, mais en 2021, l'argent était gratuit. Il y avait des levées de fonds malades. Il nous racontait que des mecs pouvaient lever 2 millions comme ça sur un PDF. Il présente un deck, 0 traction. La boîte ne fait 0 chiffre d'affaires. Vas-y mon pote. Parce que le mec ou la meuf, avant, aura créé 1, 2, 3, 4 boîtes qui se seront peut-être planté la gueule. Mais voilà, vas-y mon pote, j'y vais. Les investisseurs avaient beaucoup d'argent à placer en fait. Et il faut savoir quand même que 95% des startups échouent. 95%. Mais ça leur fait pas peur parce que le gain peut aller très haut. x10, x100, x1000. Donc on est en train de discuter comme ça là, dans cette tour, et d'un coup tout s'arrête dans ma tête. Pendant quelques secondes comme ça, je prends du recul. Et je me dis attends, je suis aux États-Unis en ce moment même, dans la Silicon Valley, à San Francisco, dans la tour Salesforce. On parle d'intelligence artificielle. Tout ce que j'ai toujours rêvé en étant gamin. On est à l'époque de ChatGPT, etc. C'est vraiment quelque chose l'IA. Waouh! Je vis ce moment quoi. En plus on est quelques mois après la sortie de ChatGPT, on est en mars 2023. ChatGPT est sorti en décembre. Gary nous raconte que toute la Silicon Valley connaissait déjà l'IA, etc. Mais l'adoption de ChatGPT, il faut savoir que c'est le produit qui a été adopté par le plus d'utilisateurs le plus rapidement, a créé un énorme bordel dans toute cette vallée. Tout le monde est en effervescence parce que tout le monde est en mode alerte maximale pour sortir leurs produits avec une IA dedans. On a vraiment senti dans tous les rendez-vous qu'on a fait que vraiment ça bossait et que fallait aller à fond quoi. C'est ouf. Et du coup on arrive quelques jours après, à une journée incroyable, la journée la plus intense du séjour. Google, Apple et Meta, Facebook, dans la même journée. Je suis comme un dingue. J'ai rarement eu autant d'étoiles dans les yeux. C'est toute mon enfance, Google. J'ai lu tellement d'articles, de news. Et Apple, je t'en parle même pas. Ce que j'ai ressenti quand... Je t'en parle après. On arrive chez Google et on a la chance de visiter le campus. On voit les vélos Google en libre service, les cafés, les toboggans et tout. Mais tout est vide. Quasiment tout le monde est en télétravail. Et pourtant, tout le monde est en alerte rouge. Parce que pourquoi se faire chier à trouver les bons mots-clés sur Google et parcourir plusieurs sites quand ChatGPT peut nous donner directement la réponse en fait, juste en posant une question. C'est fou parce que Google pourrait très bien attendre de voir ce qui se passe et rien faire. Mais on comprend très vite pourquoi ils sont si réactifs. Le contact de Christophe nous montre le campus et on arrive devant la terrasse qui est assez connue, où il y a un dinosaure. Et là, il nous raconte la légende de ce dinosaure qui dit que lors de la construction du Googleplex, ils ont trouvé des ossements de dinosaures. Et du coup, ils ont décidé de mettre comme ça un squelette de dinosaure pour envoyer un message à tous les salariés qui passent devant chaque jour. Google peut devenir comme ce dinosaure si nous n'innovons pas. J'ai trouvé ça génial. Et c'est ça, c'est cette culture de boîte qui a permis à ce que quand ChatGPT se soit lancé, ils aient pu sortir un produit IA très rapidement avec Bard. Bon, tout le monde utilise ChatGPT quand même, mais voilà. Et ce dinosaure, vous le connaissez. Quand vous avez plus internet sur Google Chrome là, il y a un jeu avec un dinosaure. Et bah ça vient de là. Boum! Et ça, je suis sûr que vous le saviez pas. C'était fou. Je suis allé dans la boutique Google, j'ai dévalisé le magasin, 200 $ de goodies. Elle est bien ma gourde Google, non? Il y a le vélo Google aussi. Oh la classe. Mais vraiment trop classe quoi. Oh c'est trop stylé. Maintenant on arrive chez Meta, plus précisément la filière Metaverse. C'est assez incroyable parce qu'on a pu tester les masques de réalité virtuelle. Quand j'ai mis ce masque, j'ai compris. En fait j'ai compris tout de suite les possibilités de ce truc. C'était mal marketé, c'était pas sexy, etc. Et j'avais trop hâte de l'Apple Vision Pro. À l'époque, c'était pas encore sorti, mais il y avait des rumeurs. Et là, maintenant que c'est sorti, on a trop hâte de l'avoir l'année prochaine. Nous, c'est sûr, on va être les premiers clients. Ça, vous pouvez compter sur nous, c'est évident. Et je sais que cette techno a un avenir incroyable. Parce que vraiment, j'étais dans une salle de réunion, dans le métaverse, avec quelqu'un à côté, avec un tableau où je pouvais me déplacer, écrire dessus. C'était incroyable. Il faut vraiment le vivre pour le croire. En parlant d'Apple, ça tombe bien parce que notre bus arrive à quelques mètres du campus incroyable, l'Apple Park. Et là, comment te dire que j'ai une histoire très particulière avec cette marque. Même Léo Duff n'est pas aussi fan que moi. Non, je déconne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Apple qui m'a fait aimer la tech encore plus. J'ai eu le tout premier iPod Touch. Donc en gros, le tout premier iPhone sans la fonction téléphone. Et c'était fou, quoi. Et un jour, j'ai eu un Mac. Et c'est là que j'ai découvert le montage vidéo. C'était simple à utiliser, intuitif, efficace. J'ai adoré. D'ailleurs, cette vidéo sera montée avec Final Cut Pro. Et voilà, et sans Apple, je serais pas en train de vous parler aujourd'hui. On arrive à l'Apple Park avec ce nouveau bâtiment en rond incroyable. Et là, j'ai une excitation immense. Je suis le mec le plus hypé à 10 km à la ronde. Au loin comme ça le bâtiment qui se dessine et on arrive devant l'Apple Store
qui est juste en face de l'Apple Park, qui s'appelle le Visitor Center. Car évidemment, on peut pas aller dans l'Apple Park. On découvre le magasin, voilà, c'est au rez-de-chaussée, on se fait un petit café, etc. Et là, je pars tout seul, je monte les marches pour arriver à l'étage. J'ai filmé ce moment, vous le voyez en ce moment même. J'avais une adrénaline et un kiff incroyable. Rien que d'en reparler, ça me donne des frissons. D'un coup, en haut de la dernière marche, je vois le bâtiment qui se dessine et là, j'ai une émotion indescriptible qui m'envahit. Pas la peine d'être dans le jugement, sois heureux que quelqu'un kiffe ça, essaye de ressentir mes émotions, ça peut être agréable pour toi. Je me pose à ce moment sur la rambarde et je m'imagine toutes les choses incroyables qu'ils sont en train de faire dans ce bâtiment si grand. Je me dis qu'il doit y avoir quelqu'un qui est en train d'utiliser l'Apple Vision Pro à ce moment-là. Et je me dis qu'un jour, j'irai dans ce parc. Je découvrirai ce bâtiment. D'une façon ou d'une autre, je sais que dans ma vie, j'irai et je m'en fais la promesse à ce moment-là. Je reste pendant une vingtaine de minutes à réfléchir comme ça, à être en kiff, en flow intense et à me dire que si je le décide, j'ai un avenir de dingue dans ce pays. Mais je prends pas de décision. Ça donne envie, mais je sais que c'est un choix de vie en fait, avec beaucoup de sacrifices. Donc c'est ok, je suis pas obligé de le faire tout de suite. C'est juste sympa de s'imaginer, de se projeter, de rêver en fait une vie totalement différente. Et oui, très compliqué de retourner en France. Mais avant, il y a un dernier truc à faire, c'est Plug and Play, un incubateur de start-up. Et là, c'est ouf, ça vient clôturer le voyage avec un truc de dingue. On arrive là-bas, la meuf nous fait faire un tour de l'incubateur. Elle a de l'énergie, elle est sharp, tu comprends que ça rigole zéro. On monte les escaliers, et là je vois sur un mur marqué « Our Unicorns ». Nos licornes. Une licorne, c'est une société valorisée à plus d'1 milliard de dollars. C'est vraiment une start-up qui pèse, quoi. C'est plus une start-up en fait. En France, on en a une vingtaine environ. Hein. Là, rien que pour cet incubateur dans la Silicon Valley, j'en vois une quinzaine sur le mur, dont PayPal, Dropbox, N26. J'ai halluciné. On continue le tour. Et là, elle dit un truc qui m'a marqué. Elle dit, ici dans la Silicon Valley, tu échoues ou tu réussis plus vite. Et j'ai trouvé ça génial en fait. C'est parfait. Parce que si tu échoues, au moins tu le fais très rapidement, tu te casses la gueule violemment, mais c'est très rapide. Et tu vas pas passer des années à essayer d'itérer sur un truc qui marche pas. Et si tu réussis, bah voilà, ça va beaucoup plus vite. Incroyable. Et là, on arrive à la fin du tour. Elle nous pose une question. Elle demande qui serait intéressé pour rejoindre par exemple l'incubateur, sachant que c'est hyper select évidemment, mais c'est plutôt voilà un test pour voir comment la personne répondrait. Et là, à ce moment-là, tout le monde se retourne vers moi comme ça. Parce qu'ils avaient vu que j'avais des étoiles dans les yeux pendant toute la durée de ce trip. Que j'étais hyper concentré à chaque meeting, que je me couchais tôt le soir pour être en forme le lendemain. Bref, j'étais pas le gars fun dans ce voyage, mais j'étais celui qui avait peut-être le plus envie d'être là et de profiter de l'instant présent. Parce que c'est aussi un rêve pour moi, comme je vous l'ai dit. Et là, donc, tout le monde se tourne vers moi, et la meuf comprend bien, c'est moi qui vais lui dire « Ok, je suis intéressé ». Là commence un interrogatoire, en anglais évidemment, où tout va très vite. Tu dois lui expliquer rapidement et de manière très claire ton business, ton accélération, c'est-à-dire à quelle vitesse t'évolues, et pourquoi c'est toi et ta boîte qui sont les meilleurs dans ce domaine. Donc là, il n'y a pas d'humilité à avoir, mec. Là, il faut y aller, tu vois. Tu dois mettre des détails, des nouvelles questions qui arrivent, des chiffres à apporter. Autant te dire que si tu réfléchis pendant ce temps-là à la qualité de ton accent, parce que certains connards de Français qui n'ont jamais foutu les pieds aux US d'ailleurs, t'ont toujours interdit d'essayer de parler anglais, parce que ton accent est pas ouf, tu vas pas pouvoir te vendre en fait à ce moment-là. Et d'ailleurs, ils s'en battent les couilles de l'accent. Les Américains ne parlent qu'une seule langue. Pour eux, entendre quelqu'un parler une autre langue que sa langue maternelle, c'est un effort de ouf en fait. C'est un honneur limite. Donc évidemment, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est pour vous montrer qu'en France, on se met des bâtons dans les roues pour réussir. Et je le sens ici, dans mon équipe aussi. Cette culture qui est encore trop bien ancrée en France. Et ça demande du travail pour que les gens comprennent qu'ils ont de la valeur. Tous les gens qui sont ici chez GeoRide ont une valeur énorme. Et beaucoup d'entre eux sous-estiment complètement leur propre valeur à cause de cette culture française si particulière. Mon objectif au quotidien, c'est de leur montrer qu'ils peuvent croire en eux et accomplir des choses géniales pour nos clients, les utilisateurs de GeoRide. Si tu crois pas que ce que je viens de dire est sincère, très gros V à toi. Bref, on a fini la conversation. Elle me donne sa carte. Mon rêve désormais, c'est de lancer GeoRide sérieusement aux États-Unis et de passer quelques semaines par an ou quelques mois là-bas. Merci de m'avoir écouté. C'était Wallan le motard.